Chers amis, bonjour. Je vais aujourd'hui vous proposer pour réflexion et analyse un sujet, qui à mon avis est très peu exploité, mais qui est pourtant un sujet structurant pour notre pays, la République démocratique du Congo. Pour tous les amis africains et tous les amis des pays du Sud qui me suivent, je propose des analyses citoyennes en me basant sur le modèle congolais, parce que c'est un pays que je connais très bien, pays d'où je suis originaire. Mais rassurez-vous tout de suite, chers amis, que les problèmes naturellement rencontrés dans nos pays du Sud, dans nos pays africains, sont généralement similaires, à quelques éléments d'écart près. Ce sont généralement les mêmes problèmes que vous retrouvez au Congo-Brazza, vous retrouvez en Angola, vous retrouvez au Cameroun. Ici, je serai plus basé sur des modèles et des exemples de la République démocratique du Congo. Et je crois que ça vous servira quand même aussi. Mon nom est Ghislain Madiamba. Je suis basé à Stockholm. Chers amis, j'ai fait le choix aujourd'hui de vous parler des entreprises étatiques, entreprises publiques de la République démocratique du Congo. Elles sont une cinquantaine sous les jurons de l'État, et des entreprises que vous connaissez des noms parce que ce sont des entreprises qui nous ont accompagnés le long de l'existence du pays, puis des 63 ans, un peu plus, même avant. Vous avez Sonance, vous avez OVD, vous avez Esnel, Régie des eaux, RVA, une cinquantaine. Et puis, il y a encore un autre lot d'entreprises où il y a une forte participation financière de l'État. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas complètement sous gestion étatique, je parlerai particulièrement aujourd'hui des entreprises dont le pourvoyeur de capitaux est principalement l'État. Et ce sont généralement des entreprises ayant un statut juridique et des sociétés anonymes SA, mais qui ont qu'un seul un seul pourvoyeur de capital. Leur statut leur permet bien entendu qu'il y ait accès, ils sont ouverts à d'autres capitaux parce elles ont été pour l'essentiel transformées pour être adaptées à l'économie du marché, mais faute de compétitivité, faute d'attractivité, faute de rentabilité du capital investi, les opérateurs économiques et financiers ne s'intéressent pas généralement à ces entreprises. Conséquence, elles sont généralement sous les girons exclusifs de l'État. Pourquoi pensez-vous que j'ai fait le choix de venir vous parler de ces entreprises-là? Parce que ce sont des entreprises qui, historiquement, et pour des raisons pratiques, encadrent la vie sociale et la vie nationale, parce qu'elles sont pourvoyeuses des services publics, des services d'utilité publique. Donc, pensez déjà que la qualité des services publics que nous avons est proportionnelle à l'état de gestion, de compétitivité, l'état de prestation de ces entreprises-là. Si vous avez l'impression, le sentiment d'avoir accès à un service public de qualité dans un domaine, sachez que considérez proportionnellement que cette entreprise-là est bien gérée, pour l'essentiel. Si vous avez accès à l'eau potable de bonne qualité, si vous avez le sentiment d'avoir accès à l'eau potable de bonne qualité de façon régulière, vous pouvez vous dire que l'entreprise est pourvoyeuse de ces services. La régie des eaux est bien gérée parce que ça ne trompe pas. Ça ne se cache pas. Qualité de l'entreprise, prestation, et c'est exactement qualité de service public que vous recevez. Et pourtant, généralement, vous savez, vous n'avez pas l'eau régulièrement. Certains doivent faire des kilomètres dans les centres urbains pour aller chercher l'eau. Et les taux sont très faibles dans les statistiques. Donc, sachez que l'entreprise pourvoyeuse de ces services, elle est défaillante. Et cette défaillance, vous la retrouvez
dans les études. J'ai fait des études, j'ai visité des sites, j'ai travaillé sur ces entreprises. Je vais y revenir. Même pour la Société nationale d'électricité. Le Congo est parmi les pays qui a les taux d'accès à l'électricité le plus bas du continent. Les statistiques parlent d'une dizaine de pourcentages. Autour de 10% de la population seulement a accès à l'électricité. Ou regarder, mais il faut regarder la Société nationale d'électricité parce que cette entreprise a comme objet social la production de l'électricité, le transport de l'électricité et la distribution de l'électricité et les services connexes. Mais objets principaux là dans son action, c'est produire, transporter et vous apporter l'électricité. Donc, vous devez naturellement savoir si vous êtes satisfait, si vous avez les sentiments ou vous faites les constats objectifs d'avoir accès en régularité, de bonne qualité, vos voisins, dans votre quartier, dans votre village, à l'électricité, vous pouvez vous dire, check, cette entreprise preste positivement, c'est qu'il est bien géré. Mais si les sentiments, le constat, l'observation est contraire, vous pouvez déjà vous mettre la croix que l'entreprise pourvoyeuse de ces services est mal gérée. Voilà un exercice simple, vous pouvez le penser dans pratiquement tous les domaines structurants de la vie. Et ceux qui m'écoutent sont généralement les gens qui sont dans les centres urbains. Alors, pensez à vos cousins, vos frères, vos sœurs qui sont dans les zones rurales. Alors, c'est les pires problèmes. Donc, sachez que ce sujet, il est structurant pour la société. Et même pour l'avenir du pays. On en parle peu. Il y a un ministère qu'on appelle le ministère du portefeuille qui a le mandat par la loi d'encadrer ces entreprises, de les accompagner. Mais je vous dis, chers amis, nous sommes très négligents. J'ai été chercher les éléments dans le site du ministère du portefeuille et je suis très déçu. D'abord, le site a été mis en veilleuse. Le site, allez vérifier, du ministère du portefeuille n'est pas opérationnel. Laissez le lien où vous pouvez trouver certains éléments. Il y a une page Facebook où Madame Adèle Kaïnda, actuelle ministre du portefeuille, relaie quelques informations. J'ai vu la dernière fois, elle était en Afrique du Sud, accompagner une entreprise pour rechercher des fonds. Je crois qu'il comprend la Cadeco. Voilà. Et c'est l'unique élément qu'il y a. Et c'est une page Facebook. Donc, déjà sur le ministère protecteur, organisateur, des tutelles de toutes ces entreprises-là est déjà mal géré, parce que ça, j'appelle ça une mauvaise gestion. Un ministère aussi important qui a tout un département de communication dans le monde de la haute technologie doit avoir un site opérationnel parce que c'est par là que les entrepreneurs passent. C'est par là que les investisseurs passent. Avant de venir au pays, tout le monde va chercher d'abord l'information en ligne. Et ce site est en veilleuse, c'est désolant. Les derniers éléments en fouillant, parce que j'ai fait un travail, vous retrouvez quand Janine Mabunda a été ministre du portefeuille, 2008-2009. Et à ma grande surprise, c'est seulement en 2008-2009 qu'il y a eu pour la première fois un site du ministère du portefeuille et qui aujourd'hui n'est plus opérationnel. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai problème, un problème sérieux et qui remet en cause même nos projets de développement. Parce que vous ne faites du développement qu'en vous appuyant sur ces structures-là. Vous savez, historiquement, ces entreprises de secteur public ont été créées pour répondre à un besoin. Quand vous visitez l'histoire du Congo, déjà depuis l'État indépendant du Congo, quand ces territoires immenses, 2 345 000 km² a été constitué en État,
tout de suite, les défis se sont présentés. Il fallait transporter les gens, il fallait rendre les territoires rentables. L'investissement des Belges, des entreprises privées que Léopold drainait au Congo devait être rentable. Donc, il fallait créer, intégrer les pays, les territoires. Il fallait prendre les marchandises de l'ouest, de l'est à l'ouest vers la porte de sortie, l'Atlantique. Vous verrez, 1881, sur décret du roi de Belge, on crée la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC. J'ai vu, c'est la plus ancienne des entreprises. Aujourd'hui, la SNCC a son siège à Lubumbashi et continue à exploiter les chemins de fer de la partie est jusqu'au Kasaï. Je vais aller dans le détail. Vous retrouvez 1950, CADECO, Caisse nationale d'épargne pour les Congolais. Donc, c'était déjà tout au début dans un optique d'accompagner l'État dans le régalien. Vous savez, l'État s'occupe de la sécurité, protection du territoire. L'État, en fait, ne pouvant pas tout faire directement, a besoin des régies, des entreprises, des structures pour accompagner les régaliens. Les régaliens, c'est l'accès à la santé, bon, des bases, hein, parce qu'il y a des régaliens principaux, sécurité, protection du territoire, l'armée, police, mais il y a certains secteurs qui sont comme un peu de semi-régaliens, santé, accès à l'eau potable, capacité à nourrir la population, suffisance alimentaire et autres. Donc, depuis les débuts, avant déjà l'indépendance, les administrateurs belges et autres ont compris et ont commencé à créer ONATRA, autres. Beaucoup de ces entreprises-là ont vraiment leurs ancêtres avant l'indépendance. Constituées et bien gérées pour l'essentiel avant l'indépendance. Nous accédons à l'indépendance, les Congolais prennent le contrôle, ces entreprises-là, on en crée d'autres par rapport aux besoins, chemin faisant, et elles n'étaient pas nombreuses. Hein. Je crois jusqu'à 2000, on avait que 34 entreprises étatiques, 34 ou 35. RVA, d'autres naissent et meurent comme la Air Zahir, il y en a plein. Et après, les pays en passent entre le maître congolais, nous continuons. Mais au fil des ans, au fil du temps, ces entreprises sont allées en se dégradant, en se dépouillant, et avec la détérioration de ces entreprises, proportionnellement, comme je l'ai dit, allait aussi la dégradation de la qualité du service public rendu. Nous faisons un bond 2023. Qu'est-ce qu'on a? On a des entreprises en état de quasi-faillite, pour l'essentiel. Des entreprises qui ont un passif très lourd, qu'on ne peut plus redresser pour beaucoup d'entre elles. Vous savez, en comptabilité double, vous avez toujours des colonnes. D'un côté, les passifs, d'un côté, de l'autre, l'actif. Et ça se marie. Ça, c'est la bonne comptabilité double. Maintenant, pour ces entreprises, pour l'essentiel, ils ont un passif très lourd lié à l'endettement accumulé auprès des banques, auprès de toutes les structures possibles. Passif lié à l'endettement par rapport aux fournisseurs des dettes non payées. Endettement lié à salaire non payé. Finalement, une entreprise comme la MIBA, pour lesquelles j'ai travaillé aussi, j'ai été visiter les sites, j'ai fait quelques travaux de recherche, est une entreprise où vous pouvez y mettre tout ce que vous avez comme argent, on ne sait pas redresser la MIBA. Et pourtant, à la base, c'est une entreprise diamantifère qui a comme mission, objet social, la prospection, les nettoyages, les études et la commercialisation des diamants. Donc, sur papier, c'est une entreprise qui, en principe, ne pouvait pas faire faillite parce que les réserves de diamants sont encore là. Mais la mauvaise gestion incroyable.
Et pourtant aussi, l'AMIBA avait dans son actif, vous savez, dans l'actif des entreprises, il y a l'argent qui est dans les comptes courants, il y a le cash flow, le fonds des opérations, les fonds des opérations, mais il y a aussi des actifs qu'on appelle les peu liquides, généralement, qui est constitué par exemple de l'immobilier, des biens matériels, les biens solides. L'AMIBA avait aussi un actif considérable, mais qui au fil des temps a été dilapidé, les gens se sont servis, les gens ont coupé, les propriétés de l'AMIBA ont été vendues, récupérées par des gens, exactement comme le Natra. Le Natra avait beaucoup de maisons à Gombe qui constituaient son patrimoine, qui participaient à son actif. Mais aujourd'hui, le Natra a perdu tout ça, les gens se sont servis sous le nez et la barbe du ministère des tutelles de génération en génération. Je parle en général. Donc, on a des entreprises qui ont été complètement, qui sont dans un état aujourd'hui de zombification. Donc, elles sont censées être des entreprises mortes. Vous savez, il y a un économiste autrichien qui s'appelait Schumpeter. Schumpeter a théorisé un principe en économie qu'on appelle la destruction productrice. C'est-à-dire que dans l'économie du marché, il faut laisser faire le jeu du marché. Les entreprises qui ne sont pas viables doivent pouvoir mourir et laisser l'espace pour que d'autres entreprises saines, plus viables, naissent. Ça, c'est le principe de Schumpeter sur la destruction productive. Mais chez nous, maintenant, ce principe ne peut pas être appliqué parce que l'État est lié au besoin d'apporter un service public. Conséquence, l'État est pratiquement dans l'obligation de maintenir ces entreprises-là censées disparaître à vie, en vie, parce qu'il faut répondre aux besoins et aux besoins régaliens. Du coup, quand je parle de la zombification de ces entreprises, parce qu'ils sucent les sangs, ils sucent les sangs de l'État. Le cas de l'AMIBA, par exemple. J'ai suivi une fois M. Peter Kazadi, ministre de Finances, un bon financier que j'apprécie beaucoup. Voilà des gens qu'il faut mettre à la place qu'il faut. Lorsqu'il parlait de l'AMIBA, il faut certifier les réserves, pas pour pouvoir chercher le financement. C'est une entreprise commerciale. Mais aujourd'hui, toutes ces entreprises-là ne vivent qu'aux dépens des subventions étatiques. Ce sont des entreprises qui ne vivent plus que où l'État doit y mettre des fonds à l'infini. Malheureusement, nous avons des petits pays et des petits budgets. Vous savez, chers amis, 10 milliards de financement des provinces, hein, c'est très peu d'argent. J'ai dit bravo à notre pouvoir politique d'aujourd'hui qui a quand même fait un effort. On vient de loin, on a 10 milliards. Mais j'ai dit aussi, si vous visitez les pays qui se développent et les pays émergents, 10 milliards, c'est très peu de choses. En principe, ces 10 milliards devaient être gardés dans les régaliens stricts pour renforcer l'armée, la police et toutes ces choses-là. Mais cet argent-là, le peu qu'on a, on les déverse pour garder un minimum de services publics dans des entreprises zombies. Et ces entreprises, comme mal gérées, sont de gouffres que vous ne pouvez pas remplir. Gestion inefficace, des entreprises confrontées à des problèmes de gestion avec des bureaucraties excessives, des structures organisationnelles complexes, des procédures lentes. C'est des entreprises qui ne peuvent pas être compétitives. Corruption et mauvaise gouvernance. Toutes tombées dans un état de corruption inimaginable, très mal géré, des problèmes persistants qu'on n'arrive jamais à gérer et qui sont identiques pratiquement à toutes les entreprises. Corruption, détournement de fonds, des pratiques très opaques. Et même quand l'État apporte un peu de capitaux, aller acheter des trains, il y a de la mafia dedans. On prend des cousins, on prend des neveux. Même quand l'État vous donne un peu d'argent pour restructurer, redynamiser aussi, vous prenez des amis du quartier, vos neveux, vos petits frères. Vous ne pouvez pas moderniser votre outil de production totalement vétuste
pour les cas de toutes ces entreprises, la SNEL, le réseau de distribution est pourri. Même les réseaux de transport, même la ligne Laïnga-Chaba n'est plus sûre. J'ai discuté avec un expert une fois à Kinshasa qui me disait qu'un jour nous allons pleurer. Cette ligne Laïnga-Chaba, dans certaines zones, on n'a plus accès. Nous allons sursauter. On ne sait pas, même quand Tshisekedi donne un peu d'argent, on met des cousins, des nièces parce qu'il faut organiser des circuits opaques et détourner l'argent. Pénurie de compétences et de formation. Il y a des gens qui squattent ces entreprises-là comme de biens de famille depuis des décennies. Et même quand ils vont en retraite, ils ramènent leurs fils pour prendre les postes. On ne recrute pas correctement dans ces entreprises-là. Et déjà, il y a aussi ici un problème politique. Je vais prendre quelques secondes, j'ai déjà fait 20 minutes. Nos autorités doivent savoir que c'est un cercle infernal que de penser chaque fois placer des hommes à la tête de ces entreprises étatiques sans tenir compte du cursus académique, de l'expérience avérée, prouvée dans l'exercice des métiers. C'est-à-dire que les diplômes ne suffisent pas, il faut avoir fait ses preuves par le passé et beaucoup plus dans les secteurs privés. Parce que dans les secteurs privés, vous êtes face à la redevabilité. On vous embauche, vous devez produire et prouver de quoi vous êtes capable. Vous ne produisez pas, on vous met à la porte. Et vous avez des gens qui n'ont jamais fait de preuves ailleurs. Et puis vous prenez ces gens-là parce qu'ils ont un diplôme en économie, un médecin. Vous les mettez à la tête des entreprises qui ont besoin de l'expertise parce que des entreprises en grande difficulté. Conséquence, ces gens ne peuvent pas redresser ces entreprises-là. Vous les placez, mais après vous êtes obligé de prendre le peu d'argent que vous avez pour les projets de développement, les mettre dans cette entreprise. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est un cercle infernal, je l'ai dit. Les amis qui vont voir ça, qu'on donne ça à nos dirigeants. Ça doit cesser cette histoire où on met des gens à la tête des entreprises sans tenir compte des... Et puis ça doit être des cas par cas. Une entreprise comme la MIBA par exemple. Chers amis, si vous n'avez pas de compétences avérées au niveau national, mais nous pouvons outsourcer. C'est le monde du marché d'aujourd'hui. Vous êtes en Suède, vous voyez une grande entreprise là dirigée par qui? Un Hollandais. Vous allez en Grande-Bretagne, des grandes entreprises dans le secteur du tech. Vous voyez des Pakistanais, des Indiens dans leur tête. C'est-à-dire, on ne voit pas la personne, on voit son parcours, son expérience, ses preuves faites par le passé dans les domaines. Avec un seul souci, redresser l'entreprise. Vous ne pouvez pas prendre des gens, et il a été toujours politicien toute sa vie, vous le mettez comme président du conseil d'administration d'une entreprise en grande difficulté. Il participe dans le comité de gestion. Il doit venir avec des idées innovantes pour restructurer, réorganiser, donner. Ça ne se fait pas. Parce que ces gens arrivent sur base politique et ils prennent aussi avec eux des gens sur base politique. Conséquence, ces entreprises seront toujours en état de délabrement, de destruction avancée et vous devez y mettre de l'argent sans résoudre le problème. Autre conséquence, la qualité du service public est très mauvaise et les pays ne se développera pas. Vous savez, un enfant qui n'a pas accès à l'électricité en 2023, il ne peut pas avancer. Les études ont beaucoup évolué, l'Internet, tout passe par les recherches et les travaux. Et aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui vient d'arriver. Je vous dis, je suis resté sur ChatGPT pour faire ces travaux qui pouvaient me demander des déplacements énormes. Mais dès mon bureau, je pouvais avoir des éléments, faire des compilations, parce que j'ai accès à l'intelligence artificielle. Mais quand est-ce que nous pouvons être compétitifs? Quand est-ce que nos enfants pouvons être compétitifs? Quand les autres s'en vont, nous ne faisons même pas de surplace. Notre qualité se dégrade. Déjà, le fait que nos enfants n'ont pas accès régulier à l'électricité, à cause de la SNEL, tout ce que nous faisons comme structure, projet d'avenir ne peut pas aboutir. Nous devons faire un effort. Ces entreprises-là sont capitales. Je préconise par exemple pour certains cas qu'on privatise. Ce n'est pas mauvais lorsqu'il faut privatiser parce que là où vous faites appel à l'expertise externe, ces gens qui viennent avec les capitaux sont sans pitié.
lorsqu'il faut faire des restructurations, couper, licencier, mettre de côté, ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Je sais que vous protégez la population, mais à un certain moment, pour pouvoir avancer, nous devons accepter que ça fasse mal. Je ne suis pas 100% privatisation, mais dans certains domaines, mieux vaut privatiser pour faire aider les pays à avancer. Dans d'autres, il faut couper certaines entreprises. Quand, par exemple, la SNEL ne peut pas continuer à être dans la production, les transports et la distribution. La SNEL est incapable d'entretenir l'ancien réseau de distribution rien qu'à Kinshasa. Alors, il ne produit pas de nouveaux réseaux à l'intérieur du pays. La production est un problème. Vous pouvez vraiment couper ça en des entreprises, vous gardez la production avec un groupe, vous vendez peut-être la distribution à une autre entreprise qui peut venir. Même chose avec la régie des eaux. C'est un dossier vaste, profond, mais je ne peux pas l'exploiter complètement en une vidéo. Mon nom, c'est Ghislain Madiamba. Je suis basé à Stockholm. Je viens de façon citoyenne proposer mes analyses et réflexions sur les questions, des sujets structurants de notre société et je pense vous avoir été utile. J'ai créé un site YouTube où il y a déjà quelques études sur l'économie, sur les questions sociales. Si vous voulez bien aller visiter les sites et aimer ma vidéo, j'en ferai d'autres. Mais pour aujourd'hui, je m'arrête là. Merci beaucoup.